En fait, il m'a été demandé de faire une communication complémentaire. Je me suis dit que je pouvais parler des avantages et contraintes pour la mise en place des dispositifs d'alerte et de recueil de signalements au niveau local. C'est-à-dire en mettant beaucoup plus en perspective le cas du Cameroun. J'ai un petit fil conducteur. Il y a un objectif poursuivi. Le cas, on doit revenir un peu rapidement sur la loi française en montrant son caractère révolutionnaire, les avantages des dispositifs d'alerte, beaucoup plus pour les entreprises, quelques attentes des populations, les contraintes limitant la participation des ONG au niveau local. Nous allons revenir un peu sur notre cas où nous avons travaillé en 2016, où nous sommes encore en train de retourner sur le terrain ces jours-ci, du plan de gestion environnementale et sociale qui, disons-le, n'a pas suffisamment été mis en œuvre. Je crois qu'ils sont à 30% alors que le projet est à 90% terminé. Nous allons rappeler les recommandations qui avaient découlé de notre étude et puis parler de notre perspective parce que je n'ose pas conclure un sujet aussi important et partager aussi avec les participants quelques liens utiles. La loi du 27 mars 2016 est sur le devoir de vigilance des sociétés, mères et entreprises donneuses d'ordre est une loi, comme je l'ai dit, révolutionnaire parce qu'elle est unique. Je crois que les autres expériences, comme l'expérience belge et néerlandaise, vont juste s'accompagner, vont juste s'inspirer de cette expérience qui veut que les entreprises qui ont plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés dans le monde aient un devoir de vigilance sur leurs actions et celles de leurs filiales et sous-traitants. Les plus grandes entreprises françaises ont désormais l'obligation d'établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance basé sur un inventaire des risques que l'entreprise fait peser sur les libertés fondamentales, la santé, les droits humains et l'environnement. C'est-à-dire que voilà, il leur est exigé de faire une analyse prospective et de clarifier cela dans un plan. Et si les violations aux droits humains ou à l'environnement surviennent malgré tout, les personnes affectées peuvent utiliser cette loi pour demander réparation devant les tribunaux. Je crois qu'il y a beaucoup d'OSC qui, à l'époque, beaucoup d'ONG qui ont fêté en disant bon, ça devait être la fin de l'impunité. Et l'entreprise ne respectant pas ces dispositions, justement, est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée et peut devoir payer des réparations. Pour prêcher pour ma chapelle, au niveau du Cameroun, où les entreprises françaises sont soumises à cette loi, exercent, la législation nationale reste malheureusement silencieuse sur le devoir de vigilance raisonnable. Il faut rappeler que cette loi ne vient pas ex nihilo, comme l'a rappelé Farid tout à l'heure. Elle s'inspire des principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme et des travaux du groupe de travail qui a été mis en place au niveau des Nations Unies pour travailler sur la question. Rappelons-le aussi, il y a une résolution qu'on ne cite pas beaucoup, la résolution 17.4 du Conseil des droits de l'homme du 6 juillet 2011, portant sur les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres entreprises, qui justement a vraiment fixé le cap à cette loi, le cap qui est suivi par cette loi. Pour ce qui est des avantages des dispositifs d'alerte pour les entreprises, je crois que cette loi permet aux entreprises d'avoir, à travers cette analyse prospective, une certaine prévisibilité au niveau stratégique. Et au-delà de la conformité légale, l'entreprise a ici la capacité à avoir un feedback des effets dus à ses activités sur le terrain. Elle a un moyen de construire une crédibilité et un capital social. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'au niveau du Cameroun, par exemple, chaque fois qu'il y a des remous, il y a certaines entreprises, c'est-à-dire des remous sociaux, même politiques, qui ne les concernent pas. Il y a des entreprises qui subissent des casses. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pu s'insérer dans le microscope local, elles n'ont pas pu s'imposer dans le quotidien des populations qui, chaque fois, préfèrent profiter des difficultés pour leur régler leur compte entre guillemets. C'est aussi le moyen de s'assurer une croissance durable, loin des mots d'ordre de boycott des entrepreneurs de cause, qui aujourd'hui, à travers un compte Twitter, peuvent nuire à des grosses entreprises, à travers des rapports d'OSC, des syndicats et aussi des différents activistes que nous classons tous dans le cadre de ces entrepreneurs de cause. Quand nous tournons du côté des populations locales, je pense que les populations locales ont quelques attentes qui sont basiques. Elles souhaiteraient avoir des mécanismes accessibles et transparents, des actions préventives et des réparations justes et à temps. Parce qu'en fait, si une entreprise, de par ses activités, peut-être agro-pastorales, détruit
la maison d'un riverain et pas 5 ans pour lui reconstruire notre maison. Je crois que ça ne se fait pas à temps et de toute façon, cette personne aura vécu 5 ans hors de sa maison ou dans une situation de SDF. Il faut aussi une communication efficace autour des mécanismes existants afin de populariser leur utilisation. La protection par l'entreprise et l'État des dénonciateurs. Et ça, je crois que c'est un aspect très important. Et une culture des droits de l'homme par l'entreprise. Parce que le tout n'est pas seulement de rechercher la conformité, mais le tout, c'est aussi vraiment de croire en ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable, au niveau de l'entreprise, de développer une vraie culture des droits de l'homme. Dommage pour les bruits, notre bureau est au bord de la route et de temps en temps, on peut entendre des bruits. Si nous revenons aux contraintes qui limitent la participation des ONG locales à ce type de mécanisme, nous avons ce que j'appelle ici la méfiance absolue des entreprises transnationales vis-à-vis des ONG qui ne facilitent pas toujours la collaboration. C'est-à-dire, du simple fait de votre nom, de votre en-tête, quand on voit Réseau Camerounais des organisations des droits de l'homme, il y a des entreprises qui vont beaucoup réfléchir pour vous recevoir. Et la collaboration entre les agents de l'État, le collaborationnisme entre les agents de l'État et les responsables d'entreprises transnationales qui fait que une grosse entreprise peut développer des contrats déguisés, par exemple. C'est-à-dire que avoir des sous-traitants qui ne respectent pas la loi, qui ont un peu plus d'employés même parfois qu'elle, mais qui ne respectent pas la législation en vigueur. Donc, avec ce moment-là, ce n'est pas facile de compter parce qu'il y a plein d'employés qui sont au marché noir alors qu'ils contractualisent avec des grandes entreprises qui ne nous appartiennent pas de citer ici. Nous avons aussi, toujours pour les OSC, la rareté des ressources matérielles et financières qui ne permettent pas un engagement à long terme sur le terrain. Dans le cadre du projet Lompanga, par exemple, que nous suivons, je me rappelle que si nous faisons un petit calcul en l'espace de 5 ans, nous avons mobilisé moins de 10 millions de francs pour travailler sur le terrain. Un statut quo législatif aussi, entretenu sur les questions des entreprises et des droits de l'homme. On ne sait pas trop pourquoi. Et une collaboration nord-sud à la recherche de pragmatisme. Je crois que nous sommes par exemple membres des réseaux comme Right in Development, qui était avant Bank on Human Rights, de la coalition africaine pour la redevabilité des entreprises. Nous avons des rencontres annuelles, mais il n'y a pas un plan d'action clair au niveau local qui peut renforcer les interventions après les rencontres. Je reviens rapidement ici sur le cas de Lompanga parce que quand on abordait ce webinaire, j'insistais sur le fait que nous sommes encore à la recherche des opportunités pour suivre la mise en œuvre de cette loi. Les cas que nous avons suivis ne concernaient pas cette loi, c'était l'étude d'impact droits de l'homme qui avait quand même un mécanisme de collecte des plaintes, surtout autour du projet Lompanga. Notre travail, c'était de contribuer à la consolidation de l'état de droit, de gouvernance et du respect des droits de l'homme au Cameroun en observant 6 droits. Le droit au travail décent et favorable, y compris le droit au logement, à une alimentation adéquate, à la santé, à l'éducation et à un environnement sain et à un niveau de vie suffisant. Nous avons collaboré à cet effet avec les populations affectées par le projet, les administrations publiques et EDC qui était le maître d'ouvrage. Nous avons identifié des impacts socio-environnementaux, des faiblesses du système de gestion des plaintes, de communication et de gestion préventive des conflits. Et nous avons formulé des recommandations. Je rappelle qu'au niveau du mécanisme des plaintes, il y avait les populations se plaignaient de mépris et de menaces. Il y avait des soupçons de corruption et un peu de désinvolture de la part des agents de EDC qui étaient chargés d'actionner ce mécanisme. Nous avons donc formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. Il lui a été demandé de renforcer le fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre du projet, veiller au respect par les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et les cahiers de charges. À EDC, il a été demandé de renforcer le mécanisme de médiation préventive des conflits, revoir le dispositif d'accueil et de traitement des plaintes, renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile.
À la Commission nationale des droits de l'homme, il avait été demandé de veiller au respect des droits de l'homme et à toutes les étapes des grands projets, à toutes les étapes des grands projets, parce qu'au niveau du Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme a compétence générale sur le territoire camerounais en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. À la Commission nationale anticorruption, il a été recommandé de mener des investigations sur les allégations de corruption et concevoir et mettre en œuvre des activités de lutte contre la corruption sur tous les sites des grands projets au Cameroun. Aux OSC, il a été demandé d'améliorer leurs connaissances sur les grands projets, se mobiliser pour le respect des droits de l'homme dans la mise en œuvre des grands projets, à travers généralement la sensibilisation, l'accompagnement et éventuellement la dénonciation. Parce que nous nous sommes dit, si le Cameroun est totalement en chantier et il va falloir un peu plus, le record ne peut pas tout faire seul, il va falloir qu'au niveau local, un peu partout, des organisations s'engagent dans ce genre d'activité de suivi. En termes de perspective, nous estimons qu'il faut bâtir des partenariats avec des entrepreneurs de cause au niveau national comme international pour l'application des principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme et de la loi française sur le devoir de vigilance. Nous pensons aussi qu'il faut rechercher des passerelles de collaboration avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'est pas question ici de démissionner du fait qu'elles ne collaborent pas. Celles qui ont développé des mécanismes non judiciaires de traitement des réclamations. Approfondir les connaissances sur la diversité des mécanismes qui existent. Il y a ici les Interlaken, Compliance Advisor, Ombudsman, CAO, le Kumakaya qui est développé par des Forest Trust. En fait, il y a là le lien qui conduit à cette liste assez impressionnante de mécanismes. Pourquoi approfondir les connaissances? C'est un peu pour en apprendre, de sorte à encourager les parlementaires africains et camerounais en particulier à légiférer sur ces questions en s'inspirant de l'expérience française et des leçons apprises de ces autres mécanismes dans la mise en œuvre, dans leur mise en œuvre. Voilà un peu quelques liens utiles qui nous ont semblé importants de souligner pour des personnes qui aiment la lecture et qui aimeraient télécharger. Vous avez notre rapport que nous avons fait en 2015. Vous avez les principes directeurs relatifs aux droits de l'homme, la résolution 1704, tous ces autres documents. Voilà un peu, Marcia, voilà, chers collègues, chers participants, un peu ce que je voulais partager de l'expérience camerounaise. Merci beaucoup. Une des plus récentes questions qui était posée revenait sur la question de la protection des lanceurs d'alerte et comment garder la confidentialité. Et donc, ce sera intéressant d'avoir votre perspective au niveau du Cameroun par rapport, par exemple, au projet que vous venez de décrire, de voir plus précisément ce que vous avez pu proposer et identifier permettant d'améliorer, d'assurer autant que possible la confidentialité des informations contenues dans les alertes qui pouvaient être générées. Pour faire simple, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux mécanismes. Il y avait un mécanisme local qui permettait de collecter les plaintes, mais il y avait aussi le mécanisme même de la Banque mondiale, du panel d'inspection. Je crois qu'à ce jour, il n'y a que 2 personnes qui ont saisi le panel d'inspection. Donc, les mécanismes locaux étaient animés par des acteurs qui travaillaient un peu sur en fait, un peu au niveau de l'entreprise. Ils avaient une sorte de département social environnement. Ce sont ces acteurs-là qui descendaient sur le terrain et qui collectaient des données et qui étaient suspectés généralement de corruption, de mépris vis-à-vis des parties prenantes. Les propositions que nous avons faites, c'était d'associer les OSC dans ce mécanisme. On n'a pas reçu de réponse formelle, mais à partir de cet instant, il y a des OSC comme le CAVT, comme le RECO, qui se sont mêlés, c'est-à-dire qui ont commencé à collecter les plaintes chez les riverains, chez les populations affectées et les soumettre. Et ces plaintes ont été reçues et traitées. Donc je crois que nous nous sommes imposés tout simplement. Il n'y a pas eu un acte formel. Il y a encore quelques mois, nous étions ensemble à une réunion de revue et d'adoption du nouveau plan de gestion environnementale et sociale. La question a été posée, mais il n'y a jamais eu une réponse formelle qui nous implique concrètement dans le mécanisme. Mais nous avons ce devoir-là de recevoir des plaintes et de les transmettre. Vous avez en introduction présenté
la loi sur le devoir de vigilance en France comme quelque chose de très utile aussi pour faire avancer un petit peu toutes ces questions-là au Cameroun. Et donc, la question, c'est est-ce que, à ce jour, à plus 2 ans, la loi sur le devoir de vigilance a permis, selon vous, d'établir au Cameroun des mécanismes de recueil et d'alerte de signalement qui sont plus efficaces? Est-ce que ça a aidé, porté plus d'efficacité ou pas forcément encore à ce stade? Oui, je crois qu'on a un problème, vraiment, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que les entreprises soient hostiles. Je prends un simple cas, je ne sais pas, je ne voudrais pas le nommer. Il y a un cimentier français qui a été accusé, son sous-traitant a été accusé il y a quelques, je crois en 2017, en fin 2017, quand la loi était déjà en application, de détruire les récoltes des femmes dans le Mongo à un endroit appelé Ngangé, grillage. Nous avons écrit à l'entreprise qui ne nous a jamais répondu. Nous avons fait plusieurs démarches, nous avons appelé même au téléphone. Finalement, j'ai reçu l'un de leurs sous-traitants à notre bureau. Je ne sais pas s'il était mandaté par l'entreprise qui a essayé de m'expliquer non, ce n'est pas cette entreprise elle-même, c'est plutôt l'un de ses sous-traitants qui a posé les actes. Et il est en train de voir dans quelle mesure descendre sur le terrain pour indemniser ces femmes-là. Et il y a eu une indemnisation. Mais en fait, je crois que l'entreprise, ce qu'elle a fait et qui nous a beaucoup gênés, c'est qu'elle a refusé le tout dialogue avec nous. C'est-à-dire, un sous-traitant est venu nous dire, écoutez, on va arranger le problème, on a pris en compte, ce n'est pas nous exactement, c'est un sous-traitant. Donc, je crois qu'il manque un peu ce côté-là, cette collaboration, cette ouverture-là des entreprises. Je ne sais pas comment on peut changer ça, mais ce n'est pas très évident. Et je crois que le collaborationnisme avec nos agents de l'État ne nous aide pas beaucoup parce que, bon, on pouvait imaginer une plateforme tripartite où quand vous saisissez l'entreprise, vous saisissez l'administration de tutelle qui veille à ce qu'elle vous reçoive et que vous ayez des échanges cordiaux avec un plan d'action assez clair. En même temps, dans l'exemple que vous évoquez, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, cette entreprise avec sa confidentialité, a apparemment mené quand même un travail d'investigation pour identifier un sous-traitant et entrer dans un dispositif évidemment peu transparent puisque vous n'avez pas d'informations, mais d'échange avec ses riverains, de réparation. Donc c'est plutôt un exemple qui n'est pas si mauvais que ça finalement. Oui, il n'est pas si mauvais, mais en fait, il n'encourage pas le suivi parce qu'il faut savoir, il faut reconnaître que d'abord, nous nous sommes mobilisés dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un projet sur le terrain sur ce genre d'action. Ça nous a exigé de Yaoundé pour Djombe où ça s'est passé, il fallait faire des mouvements, mais quand vous prenez la peine d'aller sur le terrain, collecter des données, prendre des images, filmer même le tracteur en train d'agir, et qu'à la fin, l'entreprise est incapable de vous répondre, de dialoguer avec vous, c'est quand même assez difficile. C'est-à-dire, nous ne parvenons pas à comprendre cela. On a appelé, chaque fois que vous appelez au téléphone, quelqu'un vous dit non, je suis plutôt l'infirmier, je suis plutôt... Bon, bref, je ne vais pas répéter tout ça ici, mais je dis, ça nous donne un peu le climat. En fait, je partage comme ça l'ambiance, le climat qu'on a ici. Et comme je disais dans ma communication, les contrats déguisés font légion, c'est-à-dire que les entreprises, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'elle a 10 000 personnes, qu'elle a 10 000 employés, si elle travaille avec des sous-traitants qui ne sont même pas en conformité avec la loi. C'est-à-dire un sous-traitant peut recruter 400 personnes et ne pas les déclarer à la CNPS. Donc, logiquement, elle n'a pas d'employés. Donc, moi, j'estime qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté. Je crois que l'entreprise, finalement, dans le cas que j'ai évoqué, avait fait des efforts pour réparer parce que nous avions saisi aussi des journaux. Nous avons mis, je crois, 20 journalistes dans une campagne et ils ont dû faire quelque chose. Oui, la CNPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est-à-dire que quand vous avez un employé, vous lui faites un contrat de travail et vous reversez des cotisations là-bas. C'est un peu comme la Sécu chez vous qui lui permet d'avoir droit à une retraite. Assurer une confidentialité efficace et être en conformité avec le besoin de respecter les paliers d'alerte au niveau de l'entreprise, des autorités, de la société civile. Toujours dans le souci de protection du lanceur d'alerte. Je pense que c'est, juste
brièvement, en tout cas de mon point de vue, c'est clairement un point, je dirais, de vigilance majeur et sensible. Il n'y a pas de, moi, je connais pas de remède miracle autour de cette question-là. Ce qui est agréable, ce qui peut être intéressant derrière la logique de compagnonnage que j'évoquais notamment tout à l'heure, c'est donc dans des problématiques bien spécifiques et bien identifiées, de pouvoir faire masse. C'est-à-dire que quand c'est pas une personne qui se plaint d'un cas isolé, mais que plusieurs personnes partagent leur cas isolé pour que ça fasse masse et qu'il y ait des représentants de ces cas isolés qui du coup sont porteurs de problématiques qui deviennent en fait des problématiques génériques, en tout cas avec suffisamment d'exemples pour montrer que c'est un problématique, on va dire, de masse. C'est là que le compagnonnage est un moyen assez efficace de représenter des violations individuelles et d'en faire un cas collectif. Et à ce niveau-là, du coup, ça permet de protéger un peu des lanceurs d'alerte dans le sens où chaque cas individuel est dilué dans une revendication collective. C'était le point que je cherchais à évoquer. Mais Joseph, je vous laisse également partager votre retour d'expérience sur ce point extrêmement sensible de protection des lanceurs d'alerte, dans le contexte qui est celui que vous venez de décrire et dans lequel vous devez véritablement, au jour le jour, mobiliser et être avoir en face de vous des acteurs qui sont peu enclins au dialogue. Oui, je crois que notre ami Pierre pose vraiment une préoccupation et je crois qu'il a des germes de réponse dans la préoccupation parce que nous pensons que c'est la trilogie entreprise, autorité et société civile qui peut réussir vraiment à cette magie de la protection du lanceur d'alerte. Parce que, en fait, j'ai appelé quelque chose la culture des droits de l'homme. C'est-à-dire, il faut finalement qu'au niveau des entreprises, que des gens ne soient pas seulement dans une logique de conformité, mais qu'on ait vraiment le souci de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris. Il faut que du côté des autorités aussi, les uns et les autres soient vraiment enclins à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Et c'est là, je crois que l'un des indicateurs du côté de l'État, c'est vraiment qu'il légifère. Parce que de toute façon, je ne pense pas, par exemple, chez moi, nous sommes en pleine session de l'Assemblée nationale et du Sénat. Même si de temps en temps, les caisses de l'État ont des problèmes, les organes légiférants siègent toujours. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas s'asseoir pour légiférer sur ces questions-là, pour montrer une certaine volonté politique. Et du côté de la société civile aussi, c'est-à-dire qu'il est vraiment nécessaire de davantage améliorer la façon de travailler parce que je crois aussi que certains collègues parfois ont de la peine à collecter la bonne information et parfois se contentent de relayer peut-être ce que disent les journaux. Au moins, à notre niveau, on a essayé de régler ce problème parce que ça rentre aussi dans la protection. Si vous avez relayé une information qui n'est pas exacte, ça permet par exemple que les gens d'en face vous fassent ce qu'on appelle le harcèlement judiciaire. Donc je crois que c'est une préoccupation qui se pose, mais à laquelle il faut toujours s'adapter, il faut choisir. Est-ce que finalement on veut aller vers la protection des droits de l'homme ou est-ce qu'on préfère laisser une personne sombrer parce qu'on a peur de peut-être des représailles plus tard? Est-ce qu'on a confiance aux autorités? Est-ce que l'entreprise même qui a pris des engagements, est-ce qu'elle est vraiment soucieuse de la promotion et de la protection des droits de l'homme? Je crois que c'est autant de questions et c'est des choses qui peuvent s'adapter à chaque contexte. C'est très juste. Un point que j'ai probablement insuffisamment développé aussi dans les éléments de ma présentation tout à l'heure, rebondissez exactement autour de ça. Sur ces mécanismes d'alerte, je pense que c'est un outil qui permet de faire vivre au quotidien auprès des populations, des individus, des valeurs, des principes et des engagements qui ont voulu être portés autrement par des acteurs politiques, des entreprises et autres. Ce que je veux dire par là, ça va exactement dans le sens de ce que vous dites, Joseph. C'est bien d'avoir des engagements de plans de développement sur un territoire, de respect éthique pour une entreprise, pour un salarié, pour un riverain, pour un citoyen. Le mécanisme d'alerte, le fait de savoir qu'on a des droits et que si ces droits ne sont pas correctement respectés dans le cadre de ces engagements qui ont été pris, de ce dessin collectif qui a voulu être dessiné par des acteurs politiques, par une entreprise, le mécanisme de plainte permet de faire vivre
sur des cas très concrets, les écarts et pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut réparer, de manière à créer de la confiance dans l'engagement politique, dans le fait qu'une entreprise a des engagements et elle les fait vivre au quotidien sur le terrain. Et cet élément de confiance est indispensable pour permettre aux acteurs de pouvoir s'impliquer, supporter voilà, un projet collectif. Sinon, il y a juste de la défiance et la défiance est l'ennemi, évidemment, de l'avancée collective. J'aime bien ce mot, Farid. Nous avons perçu, par exemple, au niveau de cette entreprise, une sorte de défiance. Mais bon, nous pensons que d'ici là, on pourra trouver des moyens parce qu'il est question chez nous aussi d'identifier désormais leurs actionnaires et voir dans quelle mesure passer peut-être par eux pour avoir des échanges clairs avec eux. Je crois qu'il y a Thierry qui nous pose une question en matière de retour d'expérience. Avez-vous eu connaissance des plaintes qui ont débouché sur des échanges positifs? Pouvez-vous les partager? Oui, au niveau de l'homme Panga, il y a eu beaucoup de... Il y a une certaine, à 10 ans aînée, je crois qu'elle avait été indemnisée à 44 000 francs pour ces champs et c'était injuste. Et je crois que c'est l'un des cas qui nous a fait soupçonner des cas de corruption. Elle a obtenu réparation. Donc, il y a eu des cas, il y a eu suffisamment. Il y a aussi eu des cas, par exemple, dans le cahier de charge de l'entreprise, du maître d'ouvrage. Il devait apporter de la nourriture, par exemple, aux riverains dont les villages avaient été déplacés, par exemple, de Lompanga à Wami ou de Lomdo à Goyoum. Il était question de construire et de leur apporter de la nourriture. Et de temps en temps, ce n'était pas si régulier que ça. Il y a eu des plaintes là, à ce niveau qui ont été corrigées. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un certain nombre de côtés positifs comme ça. Je ne sais pas si Farid a quelque chose à ajouter en termes de retour d'expérience, parce que nous sommes en train de nous clôturer, je crois, dans les 5 prochaines minutes. OK, merci beaucoup. Nous avons parlé d'un point passionnant. Quel dispositif d'alerte et de recueil des signalements au niveau local? Je ne sais pas, dans ma tête, je voyais le niveau local toujours beaucoup plus en Afrique. Mais ça peut aussi être en France, ça peut être partout ailleurs. Nous avons bénéficié vraiment de la riche expérience de Farid, qui nous a vraiment partagé des réflexions fouillées, car à partir de son expérience, nous avons aussi au niveau du Cameroun essayé de rentrer dans des cas vécus, mais pas forcément dans l'application de cette loi, mais beaucoup plus dans le suivi des mécanismes indépendants. Je crois que nous avons compris que l'application de la loi sur le devoir de vigilance reste quelque chose de volonté, d'engagement. Il faut que les acteurs soient, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'État, que ce soit des OSC, que ce soit des acteurs engagés pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et il faut aussi qu'au-delà de la loi française, qu'au niveau local, qu'on puisse avoir non seulement les possibilités d'application de la loi, mais surtout aussi un cadre réglementaire, un cadre légal local qui permette vraiment de se soucier de ces questions-là. Je vais renvoyer la parole à Marcia, qui lui permet d'égrener les dernières secondes de notre webinaire. Merci pour la participation. Il y avait 438 inscrits, mais bon, il n'y a pas eu autant. Mais chez nous, ici au bureau, je crois que nous sommes 8 autour de moi. Donc, en comptabilisant, disons-nous aussi qu'il y a des gens qui sont 2, 3, 4 autour d'un même ordinateur. Merci. Merci beaucoup, Joseph et Farid, pour ces interventions et ces échanges vraiment riches et vraiment intéressants. Merci pour toutes vos questions. Donc, je me permets de faire le lien avec le webinaire du 21 juin, parce qu'il y a eu beaucoup de questions concernant les lanceurs d'alerte. Et donc, le 21 juin, le webinaire donc, DHDV9 est consacré à la question de la transparence et du secret des affaires. Et Lucie Châtelain de l'ONG Sherpa abordera notamment cette question de la protection du lanceur d'alerte. Alors, peut-être pas dans le contexte camerounais, mais en tout cas, cette question sera traitée le 21 juin. Et le prochain webinaire, donc c'est vendredi, sur la question de l'impact des grands projets. Et là, ce sera donc Juliette Renaud des Amis de la Terre qui prendra la parole. Et puis Alexandre Brailovski, donc, qui est responsable RSE de l'entreprise Engie.